La confiance en soi, on n'en a rien à foutre en amour. Rien à foutre. Pourquoi? Parce que l'amour prend sur le sensible. L'amour, c'est quand même un mystère. Le mystère de l'amour, c'est à un moment donné recevoir une émotion. Je reçois une émotion parce que l'autre, à un moment donné, s'est livré. Je me souviens d'une femme, on a travaillé ça, toutes les deux, en répondant au comment. Comment je parle d'un truc pareil? Et pourquoi, si j'en parle pas, personne ne peut tomber amoureux de moi? Et moi, je peux tomber amoureuse de personne. La dispute, c'est peut-être pas si grave. Parfois, la dispute est moins grave que l'adaptation ou la suradaptation. Il faut qu'il y ait du relief. En fait, c'est comme si on disait que la perfection, c'est la mort. On va se rendre compte que ce couple-là, ils se sont précisément choisis parce qu'ils vont décongeler cette partie d'enfance que leurs parents, eux, n'ont pas autorisée. Et alors, là, on se dit, en fait, tu m'agaces précisément pour la raison pour laquelle je t'ai choisi. Pourquoi dans les maisons de retraite on dit qu'il y a autant d'histoires? Mais c'est parce qu'on a compris tout ça. On a compris qu'en fait, la seule chose qui nous intéresse chez l'autre, c'est sa sensibilité, c'est son soutien, c'est son regard sur nous. Je suis Florence Escaravage et j'ai fondé Love Intelligence. Notre métier, ce n'est pas d'être thérapeute de couple, c'est plutôt d'être dans l'accompagnement à la vie affective. On a accompagné plus de 135 000 personnes, hommes, femmes, célibataires ou en couple. Il y a 20 ans, j'avais des gens qui venaient me voir pour me dire voilà, c'est pas la bonne personne, qu'est-ce que tu en penses? Ou voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mais il vient de me dire que c'est terminé entre nous. Et je voyais finalement que toute ma génération, elle était dans le contrôle. C'est-à-dire que des femmes vraiment qui séduisaient parce qu'elles étaient possiblement jolies, ou drôles, ou sportives, ou intelligentes, ou avec leurs armes en tout cas. Et donc elles attiraient intellectuellement, ou physiquement, ou parce qu'il y avait des compatibilités. Et puis en fait, à un moment donné, la relation prenait plus. La relation prenait plus parce qu'il y avait cette posture de contrôle qui faisait que tout cet être, il n'était pas transmis en fait. C'était le faire qui était transmis. C'était pas l'être, c'était pas la partie immergée de l'iceberg où prend l'amour. Et moi je leur dis, mais en fait, tu donnes pas de crochetage possible à qui tu es. Donc l'autre, à un moment donné, il dit, t'es une fille super, mais je suis pas amoureux de toi. 70% des femmes qui viennent me voir, qui sont des femmes qui ont beaucoup d'atouts pour elles, mais qui malheureusement ne trouvent pas l'amour, elles ont en général quelque chose à cacher. Et elles le cachent. Et c'est parce qu'elles le cachent que l'homme ne peut pas tomber amoureux d'elle. Et je me souviens d'une femme qui avait été abusée dans son enfance et qui était maintenue comme ça pendant que le garçon faisait son affaire. Ça avait duré très longtemps. Et donc cette femme, elle avait beaucoup de joie parce qu'elle s'était dit, je veux surtout pas que cette histoire qui a duré des années pendant mon enfance, il ait en plus un impact sur ma vie. Mais évidemment, elle se protégeait beaucoup avec les hommes. Voire, elle avait des relations courtes parce qu'après, c'était trop dangereux d'aller sur le vrai. Et dès lors qu'on a travaillé ça, toutes les deux, en répondant au comment. Comment je parle d'un truc pareil? Et pourquoi, si j'en parle pas, personne peut tomber amoureux de moi? Et moi, je peux tomber amoureuse de personne, en fait. Parce que comme je m'ouvre pas et que l'autre, il connaît pas la pierre angulaire de ma vie, parce que c'est quand même la pierre angulaire de ma vie, cette histoire. Dès lors qu'on sait, on a la réponse au comment je dis ça, avec beaucoup de pureté, de profondeur et de vérité, surtout pas un truc comme ça. Alors, et qu'on en comprend la puissance, c'est-à-dire que je viens revoir Florence et puis je l'ai dit, et ça a tout changé dans l'échange. Ça a tout changé, combien même j'avais eu le sentiment que c'était un truc que jamais j'aurais dû dire, parce que le garçon, lui, il est content, il est venu faire une date avec une fille sympa, mais il n'était pas du tout prêt à ce que je lui raconte ça. Mais en fait, si, je lui ai raconté ça, et puis ça a ouvert quelque chose, et puis en fait, ce garçon, il veut bien me revoir. Et puis surtout, il m'a confié des choses en retour qu'il ne se serait jamais autorisé à confier, qui moi-même m'ont permis de le voir différemment, de voir cet homme autrement que dans sa posture. Parce que lui, il m'a raconté aussi quelque chose qui m'a émue. Et ça arrive
tout le temps. Parfois au premier date. Parce qu'il y en a, moi, là, j'ai une de mes coachs qui coach une autre fille, elle ne passe jamais le premier date. Elle veut jamais les revoir. Ils sont jamais comme ci ou comme ça. Elle a des exigences de dingue. Et en fait, dès lors que elle ose dire ce qu'elle assume pas forcément chez elle, et ben là au moins au premier date, elle se donne la possibilité d'être émue et d'arrêter d'éloigner les garçons parce que ils n'ont pas le physique ou l'intelligence et surtout le physique pour elle qui correspond à ses critères. Et donc en fait c'est souvent ça c'est souvent que on se rend pas compte, on a l'impression de se livrer sur plein de trucs, mais en fait on se livre pas sur l'essentiel. Et parfois on sait pas ce qu'est l'essentiel. C'était un dîner chez moi et il y avait un certain Jean-Marc, il avait 41 ans. C'était la 3e fois que je le voyais. Et à ce dîner, je me souviens très bien de cet instant. Il est venu me voir en me disant « Florence, je voudrais que tu m'aides en amour. J'ai fait 20 ans de thérapie, très constructif pour moi, mais ça m'a pas aidé sur l'aspect affectif. J'ai 2 jumeaux suite à une soirée en boîte de nuit qui me rendent heureux, mais j'ai envie de continuer ma famille et de trouver une femme que j'aime. Et ça fait 20 ans que ça ne m'est pas arrivé. Je veux que tu m'aides et je veux pas te voir juste 1 ou 2 fois autour d'un café, comme tu le fais avec tes copines, mais je veux te rémunérer pour te voir tous les 15 jours jusqu'à ce que j'ai trouvé la femme de ma vie. » Et donc là, c'était vraiment la première demande explicite. Je me suis dit « never ever ». Je me revois en plus aller dans le garage, aller chercher du vin en me disant « mais c'est qui ce gars ? Je vais pas me faire payer pour leur donner des conseils en amour ». Ça m'a presque choquée, révoltée. Et puis, chaque jour qui passait, je pensais à lui. J'avais son cas, sa problématique amoureuse dans ma tête. Et en fait, ça me démangeait de la lui transmettre. Mais j'avais un enfant en bas âge, j'avais un job hyper prenant. Et puis, au bout de 2 mois, je me dis, allez, je l'appelle. Et on s'est retrouvés dans un lobby d'hôtel au dernier étage. Et je l'ai conseillé pendant 1h30. Je me souviens, il m'a donné 150 € parce que c'était le deal, il y tenait absolument. Et puis ensuite, on s'est vus encore 2 ou 3 fois. Et il a trouvé la femme de sa vie, il a eu un autre enfant avec elle. Et ça a été le démarrage parce que, en fait, ça a fait du bruit. Et puis, je me suis mis à voir des gens que je connaissais pas qui voulaient avoir mes conseils. Et mon mari m'a aidée aussi en me disant « mais arrête tout, plaque tout et développe quelque chose, t'as une parole à porter. » Et donc, c'était dur au début. Aujourd'hui, oui, dans mon entreprise, j'ai confiance en mon message. Et j'ai uniquement confiance en mon message parce que je vois en fait les résultats. Je vois même dans les formations. Les formations de professionnels, il se passe plein de choses. Il y a des gens qui trouvent l'amour pendant la formation. Il y a des gens qui repartent sur un deuxième trimestre de couple alors que leur couple était en déliquescence. Voilà. Et puis dans nos accompagnements, évidemment. Donc, je sens que je porte quelque chose, tandis que quand je faisais de la stratégie pour les grands groupes, j'aimais ce que je faisais, mais j'étais, il y avait quand même beaucoup moins de sens. On est avec cette habileté à l'amour. On a une prédisposition naturelle pour l'amour. Et c'est notre société qui vient nous comprimer et nous amener à désapprendre l'amour. C'est Marianne Williamson, une grande thérapeute aux États-Unis. Je vais vous le dire en anglais parce que c'est beau en anglais. Love is what we were born with. Fear is what we learned. On est né avec cet amour et en fait, on s'est construit, on a appris avec la peur. Et donc, c'est pour ça que j'ai énormément d'espérance. Il y a de l'amour pour tout le monde. Mais ça, c'est certain. J'ai vu trop de gens s'étonner eux-mêmes. Vous savez, une très jolie mission. L'amour, c'est se laisser surprendre. Et en fait, il y a beaucoup de célibataires heureux pendant une phase de vie. Et à un moment donné, ils sont rattrapés parce qu'en fait, on est des êtres de lien. On est grégaires, on est des êtres de lien, on a besoin de se lier à l'autre. En fait, pourquoi ? Parce que là où on grandit le plus fortement, c'est dans le lien à l'autre. Ce que j'aime dire, c'est que le plus grand laboratoire de croissance individuelle, c'est l'amour, c'est le lien à l'autre. Parce que quand on est bébé, on est avec toutes les couleurs.
On n'est pas bohème, structuré. Voilà. Et donc, notre éducation va nous amener à congeler certaines parties de nous, à ne pas développer certaines parties de nous. Et quand on tombe amoureux, 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, eh bien, on tombe amoureux de quelqu'un, sans le savoir, qui vient réveiller un espace qui était vierge, qu'on n'avait pas développé ou qui avait été comprimé à un moment donné par un de nos parents, par notre éducation, par nos croyances. Et donc, tout d'un coup, l'amour, ça réveille un espace en nous insoupçonné. On a un espace en nous qui est réveillé par l'univers de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on tombe amoureux. Tomber amoureux, c'est faire un pas de côté de soi. En fait, c'est réveiller une partie de nous. Cette personne, avec sa sensibilité, tout d'un coup, tiens, elle réveille quelque chose en nous. Donc, c'est très différent de l'attirance ou de l'admiration. Quand on se laisse surprendre par l'état amoureux, donc par un autre, tout d'un coup, on grandit beaucoup plus vite parce qu'on est confronté à l'altérité, on est attiré par cet univers, et donc, tout d'un coup, on est transformé. Et donc, on devient malheureux quand on a envie de cette relation-là et qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les moyens pour y parvenir. La cause de suicide numéro 2 chez les adolescents, c'est la rupture amoureuse, parce que aimer une première fois, c'est aimer de manière brute, sans contrôle. Vous voyez, on se fait surprendre et donc on n'a aucun contrôle. C'est comme si l'autre s'intégrait à nous. Vous voyez, notre tour Eiffel, elle n'a pas fini d'être construite. Et donc, cet autre, il vient participer à la construction. Et donc, ça fait très mal quand, à un moment donné, cette connexion qui s'est établie, elle s'arrête par l'autre. Et c'est tellement violent qu'en effet, malheureusement, elle peut conduire au suicide. Et c'est pour ça que l'éducation affective dans les écoles, il ne faut pas qu'elle parle que de consentement, que de harcèlement. Il ne faut pas qu'elle parle que de sexualité, de techniques sur la sexualité. Il faut qu'elle parle d'amour. Parce que quand un ado comprend qu'après l'état amoureux, il y a forcément une période de désillusion, que c'est obligatoire de traverser ça, il faut comprendre cela pour qu'un adolescent soit un petit peu plus préparé à ce qui va lui arriver. La croyance aujourd'hui, c'est que l'amour, c'est fluide, l'autre, il doit être compatible, et donc s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ou s'il y a trop de disputes, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et donc ça nous amène à l'idée que ça vient de là-haut, l'amour. C'est pas moi qui engage une connexion à l'autre qui fait que, en fait, je suis acteur ou actrice de la qualité de ma journée avec l'autre. Mais la réalité, c'est ça. C'est que, en fait, je peux être compatible ou je peux tomber amoureuse de Brad Pitt. On s'en fiche, en fait, la compatibilité. La seule chose, c'est comment chacun nourrit l'échange. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que souvent, il y en a un qui nourrit moins. Et donc, c'est pas grave. Parce qu'il y en a un des deux qui le fait, qui a ça en tête, qui comprend. Souvent, ce sont les femmes. C'est pas toujours les femmes, mais souvent, ce sont les femmes parce qu'elles ont cette partie sauvage en elles, très intuitive, capable, en fait, d'avoir intuitivement la connaissance que dans le lien d'amour, il faut une connexion sensible. Et donc, elle va être celle qui va tendre la main à l'autre pour l'amener dans cet univers sensible. Quand l'homme, en fait, il recherche ça. L'homme qui est peut-être un peu trop dans son faire ou dans sa performance et qui est peut-être un peu moins sur le sujet sensible, généralement, quand il vient à l'amour, dans une démarche hétérosexuelle, donc avec une femme, il va souvent... C'est ça qui le touche. C'est tout d'un coup cette autorisation à pouvoir être sensible, à pouvoir dire, à être accepté aussi dans cette vulnérabilité. Mais donc, il faut savoir faire ça dans le couple. Parce que sinon, on reste sur nos postures, je t'admire, je te trouve belle ou beau ou sympa ou sportif ou tellement sociable ou tellement marrant. Mais en fait, mon cœur encore, il n'est pas vraiment touché. Pour qu'un cœur soit touché, c'est comme ça que fonctionne l'amour, on est touché par un monde sensible, on est touché par une vision du monde, on est touché par un mystère. Voilà, et il faut pouvoir y accéder. Pour bien répondre à la question sur la notion de fluide, en fait, pourquoi l'amour est fluide et pas intéressant ? C'est parce que le choc amoureux,
hein, comme dit Alberoni, le choc amoureux, il faut de la confrontation. Il faut que me confronte à ton univers. Il faut que je me confronte à qui tu es. Donc, si on a un des deux qui s'adapte, parce qu'on lui donne des miettes, parce que elle a cette croyance que l'amour doit être fluide, donc faut pas, voilà, et donc je vais toujours venir dans ton monde, etc. En fait, l'autre, au début, il est content, c'est facile, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dispute, mais à un moment donné, le processus amoureux qui consiste à sortir de soi, il ne se met pas en place. Donc l'homme, il va dire, ou la femme, hein, je suis désolée, je suis pas amoureux. C'était super, je sais pas pourquoi. En fait, je suis pas amoureux. Elle va trouver des excuses. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu les dispositions favorables pour qu'ils se mettent dans le processus de ce choc amoureux où deux personnalités se confrontent. Ça veut pas dire qu'il faut se disputer tout le temps. Mais ça veut dire qu'il faut pas s'adapter et se suradapter à l'autre. Et qu'il y a un moyen de communiquer, voilà. Et que la dispute, c'est peut-être pas si grave. Parfois, la dispute est moins grave que l'adaptation ou la suradaptation, qui là, de toute façon, provoque le désamour immédiat. Il faut qu'il y ait du relief. En fait, c'est comme si on disait que la perfection, c'est la mort. Vous voyez, c'est vraiment crocheté sur une montagne qui ne glisse pas. Donc, je tombe amoureux de toi parce que tu as des aspérités qui me confrontent, en fait, qui viennent réveiller cet espace. Et donc, pour ça, il faut que je le voie, ton univers. Il faut que tu me dises quand tu n'es pas d'accord sur tel truc, sur tel autre. Il ne faut pas avoir peur. Mais finalement, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui a peur de perdre le lien, évidemment, puisque déjà, la connexion, elle est faible, etc. Donc, c'est normal. Et c'est plus souvent la femme, puisque la femme, elle est un peu plus intuitivement dans cette volonté de créer cette connexion. Mais cette femme, elle ne va pas forcément toujours savoir le faire, parce qu'elle va le faire avec un peu de critique, avec des objections. Et puis donc, l'homme, il va se sentir un peu misérable, critiqué. Et au final, il n'est pas très éduqué sur cette idée d'être dans sa force, tout en étant dans le respect de qui il est, et dans sa vulnérabilité. Il ne sait pas jongler avec ça. Donc il se dit, oula, je me retire, je m'en vais. Pourquoi la confiance en soi est un vrai problème en amour? L'idée qu'il faut avoir confiance en soi d'abord pour l'amour. D'abord, ça, c'est tout le monde de la thérapie, de la psychologie, du développement personnel aussi. Hein. Donc c'est très, très ancré dans notre société aujourd'hui. Et donc, ça nous fait dire, si j'ai pas confiance en moi, il faut peut-être que je montre que j'ai confiance en moi. On va surjouer un personnage, on va se contrôler et donc on va envoyer de la dissonance. Premier écueil. Deuxième écueil, c'est qu'on va se dire, je vais d'abord me réparer, chez le psy a priori. Et puis en fait, on peut en effet réparer une blessure, mais c'est pas parce que j'ai réparé ma blessure que je vais pouvoir trouver l'amour. Je vais peut-être être un peu moins délétère dans ma manière de gérer le lien, mais c'est pas ça qui fait que je vais m'ouvrir à l'amour. Même peut-être au contraire, parce que j'aurais été tellement dans l'introspection, j'aurais tellement affiné mes critères, que, allez, maintenant que j'ai bien travaillé sur moi, je veux quelqu'un comme ci, comme ça, et voilà. Et là, on va dans plus de rigidité, on resserre plus l'étau, et on n'est pas capable de se laisser surprendre. Et donc, le fait d'avoir confiance en soi pour trouver l'amour, moi, j'ai rien contre. Mais de toute façon, troisième écueil, c'est que la confiance en soi, on n'en a rien à foutre en amour. Rien à foutre. Pourquoi? Parce que l'amour prend sur le sensible. L'amour, c'est quand même un mystère, il faut le savoir. Moi, mon métier, c'est de travailler avec le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour, c'est à un moment donné recevoir une émotion. Pour recevoir une émotion, je reçois une émotion parce que l'autre, à un moment donné, s'est livré. Il s'est livré sur quelque chose d'un peu sensible, un peu profond, sur une épreuve, comment elle l'a construite, sur un rêve qu'il adore, sur qu'est-ce qu'il fait se lever le matin. Et donc, il s'est livré en vérité, il ose être ce qu'il est. Chez Alberoni, qui est quand même le plus grand en Europe sur l'amour, il dit « aimer, c'est être absous de ses fautes ». Mais en fait, c'est ça. À un moment donné, je t'absous de tout ce que tu pensais pas être bien chez toi et je te reçois
tel que tu es. Et alors là, l'autre, c'est un tel cadeau pour lui qu'évidemment, il tombe amoureux d'être accepté dans sa singularité et pas dans sa posture de force, dans sa posture de je suis un mec drôle, ou je suis un mec sportif, ou je suis un... tu vois. Et pareil pour une femme. Une femme, si elle est par exemple très jolie et qu'elle est aimée parce qu'elle est jolie, mais quelle misère! Elle n'a pas envie d'être aimée parce qu'elle est jolie. Elle a quand même envie d'être aimée pour ce qu'elle est. Voilà. Donc c'est pour ça que la notion de confiance en soi, elle nous amène à surjouer une posture qui nous enlève de notre pure essence, qui est le matériau de l'amour. La confiance en soi, elle n'est pas un problème, c'est juste ce qu'elle induit comme comportement. Elle induit de surjouer, de jouer un rôle, puisqu'on pense qu'il faut avoir confiance en soi, mais au final, on est très peu à avoir confiance en soi. Moi, j'ai confiance en moi à certaines heures de la journée, puis à d'autres moins. Franchement, c'est normal. Et alors, si en plus je me mets à rencontrer quelqu'un, je suis célibataire, imaginez, et j'ai un peu d'émoi, ou j'ai la main moite, et puis oh là là, il a vraiment de me plaire, lui, alors là, j'ai plus confiance en moi. C'est le propre de l'amour. Moi, les filles que j'accompagne qui peuvent faire des dizaines de rendez-vous sans être ébranlées, je corrige ça. Ça peut pas fonctionner. C'est normal, c'est ce que j'appelle le FAMA. L'autre, il nous crée un certain fantasme, une certaine angoisse, du mystère. Il va provoquer le manque et il va nous créer des attentes. Et ça, c'est le propre de l'amour. C'est normal que ça se mette en place. Donc c'est un peu désagréable, hein, c'est un peu inconfortable. Mais c'est ça le début de l'état amoureux. Chez le psy, l'idée c'est de devenir fort en étant plutôt sur soi, en étant sur je travaille mes blessures, etc. Et l'amour, c'est de devenir fort en s'ouvrant. Puisque si on reprend l'idée du bébé, qui lui a toutes les potentialités, en fait l'idée, quand on devient adulte, c'est de recouvrir toutes ces couleurs-là. Et donc on les recouvre en fait dans le lien à l'autre, dans l'altérité avec un autre. On peut l'avoir aussi avec un enfant et en amitié, ou avec possiblement des collègues, mais c'est quand même dans l'espace du couple où c'est le plus fort, parce que on est aidé par les hormones de l'amour, de la sexualité, on est aidé parce que on est ému, voilà, et donc on se transforme et on accepte plus d'être transformé. Les gens, ils se disent oh là là, elle est en train de me transformer, ou il est en train de me transformer, mais en fait non, il n'est pas en train de te transformer, c'est l'amour qui est en train de te transformer, et précisément en train d'appuyer sur des choses que tu as congelées. Donc oui, ça fait un tout petit peu mal, mais c'est pour ça qu'il faut de la pédagogie en amour, c'est comprendre qu'en fait, avec l'autre nous invite à décongeler des choses, et donc forcément, parfois c'est un petit peu déstabilisant. La confiance en amour, c'est si j'accepte de me livrer sur ce que je trouve pas forcément aimable en moi, sur cette épreuve dont j'ai toujours eu honte, etc., c'est ça qui va ouvrir l'amour. La croyance sociétale, c'est il faut plutôt ne pas embêter l'autre avec ses problèmes, ou il faut plutôt montrer ses atouts, ou montrer sa confiance en soi. Alors qu'en fait, non, puisque l'amour prend précisément sur cette capacité à ouvrir là où, au contraire, j'ai des atermoiements, des questionnements, où je me sens un peu nulle. Voilà, c'est juste un dialogue de vérité. Mais c'est vrai que la confiance amène cette posture-là, à un moment donné, d'oser être vrai, d'oser dire les choses. Heureusement, il y en a qui vont se laisser surprendre. Il y a aussi la notion un peu de clock ticking chez les femmes qui, à un moment donné, fait qu'elles ont envie de se lier, envie d'avoir une famille, envie d'avoir un enfant. Et heureusement qu'on a ces petits moyens-là pour, quand même, pour se réjouir, de se dire « Oh là là, pendant 20 ans, j'ai pas voulu l'amour, mais finalement, c'est génial ». Et c'est possible quel que soit l'âge. Alors, vous savez que dans les maisons, le grand âge, c'est plus facile de trouver l'amour au grand âge. Le grand âge, c'est 80 ans. Pourquoi, en fait, dans les maisons de retraite, on dit qu'il y a autant d'histoires? Mais c'est parce que on a compris tout ça. On a compris qu'en fait, la seule chose qui nous intéresse chez l'autre, c'est sa sensibilité, c'est son soutien, c'est son regard sur nous, c'est notre connexion émotionnelle. Et on a lâché prise sur tellement d'histoires de je veux qu'elle soit comme ci, ou je veux qu'il soit comme ça. Moi, j'ai une fille là dans un groupe dans lequel je suis dit, elle dit « Moi, je veux un mec avec un menton carré ».
Donc elle passe des heures comme ça. Mais on peut pas faire ça. Voilà, enfin, c'est mignon et c'est marrant. Vous voyez, mais on en entend plein d'autres. Heu, Moi, j'ai rien contre l'idée évidemment, de vouloir, le même milieu social, de vouloir être avec une fille ou un mec beau, de vouloir être avec une grande, une petite, une maigre, une grosse, j'en sais rien, moi je m'en fiche. J'accepte tout. C'est normal qu'on ait un peu réfléchi à ces critères. C'est normal d'avoir des présupposés, mais il faut pas que ces présupposés, ils nous enferment et je peux vous dire que parfois, ils enferment tellement qu'on n'ose pas y aller et au final, c'est la peur qui parle, hein. C'est la peur d'avancer. Moi, dans mes accompagnements, je dois y aller parfois au marteau-piqueur, tellement il y a des résistances et puis ça fond. Mais il faut savoir expliquer l'amour pour que les croyances, elles sortent et oser une deuxième rencontre pour se laisser surprendre. Mais c'est sûr que quand ils ont sonné à la sonnette de l'homme intelligent, je dis souvent qu'ils ont fait 50% du plus dur. Après, le reste, c'est comme Einstein qui dit 90% du travail pour résoudre un problème, c'est de poser le bon diagnostic. Le bon diagnostic face à chaque personne que l'on rencontre pour comprendre quelles sont les croyances qu'il faut déterrer, envoyer bouler. Et pour les envoyer bouler, c'est pour ça que je forme beaucoup de thérapeutes, de coachs, mais aussi de gens parfois des avocates ici, qui sont en médiation auprès des couples. Eh bien, qu'elles comprennent comment on explique l'amour avec force pour que la personne se dise frappée au coin du bon sens. Mais of course. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais j'avais pas compris ça. Et alors là, elle lâche. Nous, on vérifie qu'elle expérimente ça dans ses dates, si elle est célibataire, ou dans l'espace du couple, si elle est en couple, depuis 5 ans, 20 ans. Et on vérifie au fil des séances que c'est bien acquis. Et quand c'est bien acquis, il n'y a plus besoin de personne. On a besoin du regard de l'autre pour exister, c'est tout, hein. Et il y a un lien d'amour, on le voit bien. Avec tout ce qui est bébé, petit, on voit bien le lien. Dans le fragile, l'amour est beaucoup plus facile. Et chez les gens de 80 ans, c'est exactement ce qui se passe. Mais chez nous, là, qui avons 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh ben, on a trop réfléchi, en fait. Et on a réfléchi à « moi, je vais être aimée telle que je suis, je veux quelqu'un d'autre qui est comme ça ». Et au final, ben, on passe à côté les uns des autres sans ouvrir des fenêtres pour percevoir nos intériorités. Sans intériorité, il n'y a pas d'amour. Donc parfois, j'ai des gens qui viennent me voir qui ne se connaissent pas du tout. En fait, là, le diagnostic, c'est ça. Ils n'ont aucune croyance délétère sur l'amour. Mais en revanche, ils ont une vision d'eux-mêmes qui est plate, en fait, qui est sur le faire. Donc, ce qu'ils transmettent d'eux-mêmes, ben, il n'y a pas de matière. Je me souviens d'un homme qui était venu me voir, qui, bah voilà, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas eu de femme. Il avait eu juste une jolie histoire. Et bien, il avait une vision de lui-même qui était en effet très plate. Et alors, bah moi, mon métier, c'est d'aller vraiment investiguer dans cette partie immergée de l'iceberg, mais qui n'a rien à voir avec des défauts, des qualités. Non, ça a à voir vraiment avec un fil rouge qui traversé sa vie, avec quel est l'écosystème de sa vie, si lui c'est le soleil, ouais, c'est comme un système de planètes, c'est quoi ses rêves, c'est quoi son épreuve qu'il a le plus construite. Par exemple, lui, cet homme auquel je pense, il avait été de manière très injuste puni, entre guillemets, sur un dossier par sa banque. Et en fait, là, l'élan vital s'était réveillé et il avait attaqué la banque. Là, dans toute sa trajectoire, c'était le seul truc où il disait bah, là, en effet, je me suis pas réveillé, je me suis un peu battu. Et il avait gagné contre un mastodonte qui était une des plus grandes banques françaises sur un cas où il avait senti immensément d'injustice. Et ben en fait, en partant de là, en voyant l'énergie vitale et en allant chercher plein d'autres choses qu'il avait mises en place, mais où il trouvait que c'était tout fade, ben en fait, tout d'un coup, il a une autre vision du même. Moi, mon travail, c'est qu'il puisse livrer cela, c'est de vérifier qu'il le livre avec justesse, avec pureté. Et puis, tout d'un coup, ben, bizarrement, l'échange, la fille, elle veut bien le revoir une deuxième fois, vous voyez, quand bien même, c'est pas Brad Pitt du tout. Et puis d'ailleurs, j'adore cette histoire parce que ça s'est terminé, un accompagnement, chez nous, ça dure 6 mois, ça s'est terminé où il était, voilà, il partait
sur les chemins de France avec son scooter. Voilà, après une histoire incroyable pendant l'accompagnement avec une femme qui, en l'occurrence, avait 2 enfants. Et donc là, en fait, il avait décidé à la fin de l'accompagnement de quitter cette femme. Mais en fait, il s'était réouvert l'amour. Il s'est dit, voilà, moi, je veux pas être avec une femme qui a 2 enfants parce que j'ai ma vie à faire, j'ai ma famille à faire. Mais ça y est, il était en confiance sur le fait que, il était tout à fait apte à trouver l'amour et qu'il partait sur les chemins de France en tout début juillet et que, voilà. Et ensuite, en effet, il a trouvé l'amour, il a eu une grande histoire, il a eu sa famille, il a eu 2 enfants. Mais c'était juste sa vision de lui-même. Pourquoi la vulnérabilité, c'est un chemin de transmission? C'est vraiment comme un morceau de musique. Vous prenez un morceau de musique, s'il a beaucoup de fausses notes ou s'il est que sur le boum, 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 vous voyez, ça va envoyer de la dissonance et puis à un moment donné, ça va nous heurter l'oreille. Mais en fait, nous, chaque être humain, on est un morceau de musique composé de toutes ces heures qui nous ont composé de nos joies, de nos blessures, de nos questionnements, de nos émotions et tout ça. Et donc, si j'envoie ce que je suis avec beaucoup de justesse, l'autre, il me reçoit sans dissonance. Et donc, bizarrement, il va se dire, mais tiens, celle-là, jamais j'aurais aimé une rousse, moi, ou jamais j'aurais aimé un mec plus petit que moi, mais oh là là, j'ai sacrément envie de le revoir parce que ce soir, je me couche sur mon oreiller, je pense à cette empreinte qu'il ou elle m'a laissée. Et cette empreinte qu'il m'a laissée, c'est parce qu'en fait, il m'a envoyé ce qu'il est ou ce qu'elle est, sans dissonance. Et en l'occurrence, j'ai été dans l'incroyable écoute, je l'ai reçu, et il m'a autorisé à mon tour, en plus, à me livrer en justesse et en vérité. Pour trouver l'amour, est-ce que les applis sont la seule solution? Non. Heureusement. D'ailleurs, il y a une désaffection des applis. Il y a une émergence de plein de petits sites qui permettent de se rencontrer via des dîners. Mais les applis, c'est quand même là où sont souvent les hommes. Parce que vous voyez, dès qu'il y a des sociétés qui se créent, d'événementiels, etc., elles ont un mal fou à faire venir les hommes. Les hommes, eux, ils sont un peu plus geeks que les femmes. Ils sont un peu plus donc sur l'écran, c'est plus facile. Je regarde, voilà, le physique et puis donc on est obligé un petit peu d'aller là où ça se passe. Pour certaines personnes de certains âges aussi, les applis sont incontournables. Le vrai problème, c'est que personne ne sait utiliser les applis. Personne ne sait utiliser les applis parce que tout le monde tombe dans le piège de soit il y a des personnes qui ouvrent trop large, et donc elles peuvent rencontrer n'importe qui, parfois faire des rendez-vous sympas, mais elles vont se rendre compte à un moment donné que l'autre n'est pas... voilà, il n'y a pas tellement de réalité à faire un duo. Il y en a d'autres qui resserrent trop, et puis c'est épuisant les applis, parce que c'est du temps, voilà. Bon, donc nous qui connaissons les applis depuis 19 ans, on essaye de donner un chemin. Et le chemin, c'est de sortir justement beaucoup de justesse, de vérité, de pureté, le plus en amont possible dès le début du profil et de l'échange. Et puis c'est ensuite d'avoir des critères pour le coup là, d'ancrage, vérifier l'ancrage de la personne avant qu'on la rencontre, via 2-3 petites questions. Vérifier que par ce qu'il répond, on sent quand même qu'il en a un peu sous le pied, ce profil, et donc on va pas s'ennuyer. Et puis évidemment, vérifier quelle phase de vie il traverse dans sa vie ou professionnellement possiblement. Parce que, vous voyez, nous on essaye de faire en sorte, si jamais on utilise les applis, que la personne, notre client, il fasse que 3 ou 4 rencontres, parfois 5, mais souvent on n'a pas besoin d'en faire plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement fatigant, c'est tellement essoufflant, les applis, que on peut pas avoir le loisir d'en faire plus. Et donc, il faut vraiment centrer dès le début sur, voilà, je te livre qui je suis. Et donc, tous ceux qui sont pas intéressés à cette personnalité que j'exprime là, ils me contactent pas et c'est du temps de gagner. Donc, en fait, j'en élimine 99%. Et je vais avoir 1 ou 2 ou 3% qui vont résonner, vont être justement attirés par ce que je viens de montrer, et pas que les photos, mais aussi des photos qui sont congruentes, qui sont alignées avec qui je suis. Et alors, déjà, on se rend pas compte qu'on a fait un tri énorme. Et ensuite, échanger
20 minutes maximum, surtout pas plus, parce que on ne sait pas si l'autre, il a la capacité vraiment à s'extraire de l'écran. On ne sait pas si il habite Paris ou Marseille. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? On ne sait pas complètement si il ou elle a le bon âge ou je ne sais quoi. Donc en fait, il faut assez vite rencontrer, mais avoir vérifié toutes les choses que je vous ai dites pendant ces 20 minutes d'échange. Donc c'est pas facile de savoir faire ça. On arrive au date, vous dites, et comment on sait si c'est la bonne personne? Alors, à part évidemment un rejet immédiat, on ne sait pas. J'ai beaucoup de gens, hein, moi, qui viennent chez Love Intelligence qui disent « Ah, moi, Florence, je sais en 5 secondes. » Bah oui, moi aussi, je pouvais penser ça à un moment donné, sauf que bizarrement, j'ai des clients qui sont tombés amoureux d'un de leurs collègues, alors ça faisait 7 ans qu'ils travaillaient avec eux. Et d'ailleurs, une relation sur 4 est issue de l'entreprise. Alors maintenant, avec le télétravail, c'est moins, mais donc et on tombe pas amoureux la première fois où on est en réunion avec lui. On tombe amoureux parce qu'à un moment donné, on va le découvrir à l'occasion d'une réunion ou d'un projet difficile autrement. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être dans une logique 50-50. Je me livre en justesse, en vérité. Je t'invite à te livrer en justesse, en vérité. Tu débordes sur tes vacances, ton fer, ton tennis ou je sais pas quoi. Je recentre pour être vraiment dans un échange de connexion émotionnelle, pour que je puisse un peu mieux savoir qu'est-ce qui te touche dans la vie, qu'est-ce qui t'anime. Moi, je me livre en vérité sur quelle phase de vie je traverse, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que je déteste. Et là, on se donne un petit peu plus une chance de faire juste un rendez-vous super sympa, fluide. On fait un rendez-vous vrai. Donc, on gagne du temps. Et puis aussi, on se donne énormément la possibilité de sortir de nos postures de peur, de sortir de nos croyances sur nos attirances physiques. Moi, j'ai vu dans mes accompagnements des gens qui tombaient fous amoureux, alors que parfois, le premier rendez-vous, ils ne voulaient plus y aller. Et parce qu'ils n'étaient pas du tout amoureux et qu'ils s'aimaient pas. Mais finalement, en exerçant ce travail de connexion émotionnelle, waouh! Les 3 red flags à fuir dès les premiers rendez-vous, c'est difficile pour moi comme question parce que moi, j'aime pas les cases. Les maladresses sont autorisées. Là, ce matin, j'ai une de mes clientes qui m'a écrit sur WhatsApp, un type qui posait une question sur pourquoi elle n'avait pas mangé, et voilà, et c'était pas très habile. Et donc, elle lui avait répondu « Laisse tomber, bonne chance à toi. » Ben non, en fait. Non, on a le droit d'être maladroit. Vous voyez, on a le droit de pas poser de questions. Évidemment que tous ceux qui posent pas beaucoup de questions et qui parlent d'eux en rendez-vous, c'est pas juste des affreux bonhommes ou bonnes femmes. C'est juste des gens qui parfois peuvent être un peu stressés. Parmi ceux-là, il y en a plein qu'il faut éluder parce qu'en effet, ils sont trop centrés sur eux, mais il y en a d'autres qui sont juste un peu stressés. Et puis, ils ont cette croyance qu'il faut montrer sa confiance en soi. Et puis, peut-être qu'ils n'ont pas fait de rendez-vous depuis 2 mois et demi. Donc, il faut inviter, il faut diriger l'échange. Donc, non, j'ai pas de red flag. À part, évidemment, si on n'a pas du tout le même projet. Mais encore, j'en ai vu des gars qui étaient là pour avoir une sex friend et puis qui finalement se marient 1 an plus tard. Donc, tout est la manière dont on engage le lien. Coucher ensemble au premier rendez-vous, très, très, très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous, les hommes et les femmes, on n'est pas du tout sur le même pied d'égalité, puisque les études ont montré en fait qu'en termes d'hormones de l'attachement, dans la sexualité, on en a 9 fois plus que les hommes. Heureusement, les hommes, on en a un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est plus exactement les mêmes. Évidemment, il y a des femmes qui arrivent à cloisonner, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et donc, moi, ça, vous voyez, ça me vient vraiment de ma jeunesse, de mes 25 ans. En fait, je voyais mes copines qui couchaient et qui étaient tellement malheureuses de ne pas avoir le SMS. Et ça, je m'étais dit, mais moi, jamais je veux vivre ça. J'offre mon féminin sacré, ma sexualité à quelqu'un qui possiblement veut pas me revoir. Mais non, c'est bon. Hein. J'ai déjà eu des trucs dans l'enfance où je ne m'étais pas sentie aimée, j'ai pas envie de revivre ça. Hein. Donc, je crée 3 fondations avant de coucher. La fondation ou la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai ressenti une émotion dans nos échanges plusieurs fois. 2, la connexion intellectuelle. Je sens qu'intellectuellement, on se dit des choses et qu'on se plaît. La connexion spirituelle, c'est je sens qu'on est un petit peu attiré par quelque chose
peut-être possiblement un projet commun. Voilà. Et dans tout ça, je sens que la relation, elle a une constance et elle a un progrès. C'est-à-dire que je couche parce que je me sens vraiment en confiance. Parce que la relation, elle a déjà légèrement progressé. Elle n'a pas stagné. Alors là, je peux y aller en confiance. Parce que je sais que le lendemain matin, je vais me réveiller et j'aurai pas de mauvaise surprise. Et puis en plus, la première fois, si vous voulez, la sexualité, c'est quand même un truc de dingue. Hein, la sexualité, c'est du lâcher-prise. Chez les hommes, ça fonctionne pas s'il n'y a pas de lâcher-prise. Donc, tout d'un coup, cet homme, il est amené à sa plus pure essence. Et donc, quand ensuite il recouvre son contrôle, 1 heure après, et ben, il se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Je lui ai dit des mots de dingue. Bah oui, parce qu'il était vraiment lui-même, cet homme-là. Vous voyez ? Et donc, il faut qu'il puisse avoir établi un peu d'autres connexions plutôt que de s'habiller de sa peur en disant « J'en ai trop dit, j'en ai trop dit. En fait, je sais pas si je pensais ça. » Vous voyez ? En fait, il le pensait sur le moment. Et donc, il faut qu'il ait vécu plusieurs fois cette connexion émotionnelle avant de faire l'amour avec une femme si on est dans une logique de construction. Pour tout le reste, là, moi, j'ai pas mon mot à dire, chacun fait comme il veut. Alors, on fait moins l'amour aujourd'hui parce que faire l'amour avec un autre, c'est accepter l'enjeu du lien. Et on n'est pas pédagogiquement préparé si bien que ça à ça. Vous voyez ? L'enjeu du lien, l'enjeu du lâcher-prise, l'enjeu de je m'ouvre, l'enjeu de tu t'ouvres, l'enjeu de ce que tu me dis, ça me transforme. C'est quand même plus facile d'être sur une appli ou de regarder des sites. Vous voyez, c'est un peu vertigineux le lien. C'est vertigineux de se retrouver toute la nuit dans les bras d'un autre ou d'une autre, de se lier et de se laisser transformer. Au Japon, ils louent des studios pour y mettre leurs poupées gonflables. On n'a jamais fait autant moins d'enfants sur toute cette terre qu'en 2025, et dans nombre de pays. Donc, ça fait peur le lien. La plus grande source de tension et de souffrance dans le couple, c'est le manque d'engagement, qui est très propre à notre société. Si vous voulez, la femme, en général, elle est un petit peu plus la gardienne du lien. Parce que, voilà, ça lui a été transmis par sa mère, possiblement, par sa grand-mère. Et donc, elle va être un petit peu plus connectée avec cette idée qu'il faut un lien. Mais parfois, elle est aussi bosseuse dans sa charge mentale, avec ses enfants, son travail, la gestion de sa vieille maman ou de sa sœur qui a un problème. Et donc, elle sort de cette posture-là. Elle se remet dans cette femme qui n'est plus du tout sauvage, rebelle, dans l'intime, dans le vrai. Elle est dans la femme qui fait et qui est agacée parce que possiblement l'autre, il fait pas comme elle. Il fait mal ou il fait différemment. Et donc, quand elle se reconnecte à ce lien intime qui est, en fait, voilà, je vais accepter l'autre dans sa différence, je vais comprendre qu'on peut faire moins et être plus à deux, et peut-être qu'on peut un peu moins s'occuper des enfants et être plus tous les deux. Quand elle se reconnecte à ça, alors l'homme, généralement, il prend la main tendue et il y va. Et donc, le problème numéro 1, c'est ça, c'est le manque d'engagement vers cette connexion intime, cette connexion spirituelle, cette connexion émotionnelle qui est nécessaire pour que notre couple y survive à tout ce fatras de contraintes. Que faire pour faire revenir le désir ? Comprendre que désir et plaisir, c'est pas pareil. En fait, on peut ne pas avoir du désir, mais on va avoir du plaisir. Donc si je sais ça, quand j'ai quelqu'un qui m'invite à la sexualité, je me connecte à mon désir, il n'est pas là. Je me connecte à l'idée que je vais avoir du plaisir. Je me connecte à l'idée qu'on va avoir un moment de partage. Je me connecte à l'idée que, un peu comme une locomotive lente des années 20, ça va être long, mais ça va être bien. Alors, si je suis dans cette perspective-là, parce que je connais le gain, pas le gain uniquement de ma jouissance, mais le gain du partage et de cette belle connexion, alors je me dis que je peux accepter une invitation avec une tendresse qui démarre lentement. Faut pas avoir confiance en son désir. Le désir, souvent, on en est déconnecté dans nos vies tellement surchargées.
Bah alors la spontanéité et la planification, c'est très bien. Vous voyez, chaque couple doit trouver sa feuille de route. Il y a des couples qui ont besoin de planifier et moi, je les invite à le faire s'ils ont 3 enfants. Moi, là, j'ai une de mes clientes, elle est venue me voir il y a 15 ans, elle n'avait pas d'enfants. Aujourd'hui, elle a 3 enfants et elle vient me revoir avec son mari et son maxi-cosy qu'elle pose sur la table avec le bébé. Et évidemment qu'il y a le temps pour rien d'autre que pour les enfants, le job, etc. Et donc, si on planifie pas, si on met pas le couple au centre, si on met pas la sexualité au centre, alors il y aura toujours des choses qui vont passer avant. Donc, il faut un peu d'organisation. Et ensuite, ce qui compte, c'est aussi de se dire, tiens, s'il y en a un qui a envie, c'est beau en fait cette envie. C'est beau, il me désire, je suis son compagnon, je suis sa compagne, alors d'abord j'accueille. Ah, t'es un cochon. Non, c'est non, d'abord j'accueille, je suis flattée, peut-être pas là, peut-être une autre fois. Et puis si ça, notre sexualité, elle nous convient pas, alors j'exprime, je parle. On est là pour progresser ensemble, mieux se connaître. Parfois, les sexualités, elles évoluent, hein, il faut oser le dire. Il faut accompagner. Voilà, j'ai accompagné un couple, là, je suis en fin d'accompagnement avec eux, ils faisaient plus l'amour depuis 7 ans. Et la femme, elle avait la croyance que, ben, en fait, guider, c'est nul. Mais en fait, non. Non, il faut guider son homme ou sa femme sur ce qui nous fait plaisir. Il n'y a pas de croyance bête à avoir là-dessus. Au contraire, c'est le guider sur ce qui nous fait, nous, le plaisir, et il faut parler, il faut parler. Et d'ailleurs, la sexualité, là, dans le couple que j'accompagne, elle est revenue, mais elle est revenue pas par ce que je vous ai dit là. Elle est revenue par la connexion émotionnelle. Les sexologues que je forme, ils transforment leur métier parce que c'est beaucoup plus facile de remettre un couple dans sa sexualité, qu'elle soit innovante ou tranquille, parce qu'à un moment donné, on retombe amoureux. Pareil pour les thérapeutes de couple. Thérapeutes de couple, on ne peut pas leur donner des feuilles de route, allez, il faut être volontaire, il faut se créer des moments à deux, machin, ça tient une semaine. Ou monsieur, il faut que vous travaillez sur vos blessures. Ah ben non, là, la thérapeute de couple, elle perd l'alliance avec le couple. C'est souvent ce qui arrive, malheureusement. C'est difficile de faire l'alliance avec les deux. Moi, c'est ce que j'adore dans notre approche à nous, dans Love Intelligence, c'est qu'en fait, on s'en fout des blessures. Au contraire, monsieur, vous avez une blessure, là, je rends compte de ça, et votre femme me dit, va travailler sur ta blessure, va chez le psy. Mais non, en fait, ta blessure, viens, je l'accueille, et en fait, c'est une partie de toi qui fait ce que tu es aujourd'hui, et en fait, voilà. Et puis, ce qui va être très, très fort, moi, c'est ce que j'enseigne là dans mes formations, c'est que c'est un couple, il est comme au cinéma. Oui, il se voit jouer. Il voit la dispute qui se rejoue tout le temps sur les mêmes sujets, ou à 80% du temps. Et il se dit, bon, et maintenant, avec vous, Florence, ou Love Intelligence, on va arrêter ces conneries, hein, de se disputer. En plus, c'est souvent des broutilles, des bêtises, mais toujours sur les mêmes sujets. Et donc là, tout d'un coup, en fait, on va se rendre compte que précisément, on est tombé amoureux parce que cette personne-là, elle était justement hyper libre. Mais cette liberté, qu'est-ce qu'elle nous agace aujourd'hui, hein. Sa manière d'éduquer les enfants, là, sans autorité, sans rien, ou sa manière de ranger l'entrée, mais c'est pas possible, là, tout ce bordel. Et puis moi, j'ai mes parents qui viennent, c'est la honte. Bon. Et ben en fait, non, c'est cette liberté qui nous invite, en fait, à nous autoriser, nous, à être un peu plus libres. Et peut-être qu'elle, précisément, elle a été attirée par ce côté organisé, structuré, ce côté où il y a tellement de bon sens dans sa manière de faire qui va plus vite sur plein de choses, sur des dossiers, sur une intelligence sur des sujets. Et puis elle, en fait, qui est le côté un peu bohème, et maintenant, en fait, elle a été attirée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça l'agace? Sa rigidité à gérer les week-ends comme ça, non mais ça va pas. Et où est-ce qu'on laisse la place à la surprise? Et ces vacances, où est-ce qu'on laisse la place à la surprise? Et ben en fait, on va se rendre compte que ce couple-là, ils se sont précisément choisis parce qu'ils vont décongeler cette partie d'enfance que leurs parents, eux, les ont pas autorisés. Et alors, là, on se dit, en fait, tu m'agaces précisément la raison pour laquelle je t'ai choisi. Et en fait, c'est une invitation à pousser un petit peu mon curseur de bohème vers l'organisé et moi de structurer vers l'autorisation à rien faire, peut-être à être dans l'oisiveté. Vous savez, je me souviens d'un couple
où la mère avait pleuré pendant tout le mariage. En fait, elle avait élevé un fils qui était double M, major à l'entrée de Polytechnique, major à la sortie de Polytechnique. Et cet homme, il s'était marié avec une nana qui avait juste une petite licence en mathématiques, qui avait des chaussures plates, qui avait décidé de ne pas apprendre l'anglais. Et qui s'autorisait à être vraiment tellement différente dans sa vie. Et donc ce mariage, c'était un traumatisme pour la mère. Voilà, lui, il avait été éduqué à bien travailler, à jouer du violon, à être bon en équitation. Et elle, non. Vous voyez, elle venait d'une famille nombreuse et elle s'était créée sa petite vie selon elle. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Ils ont vécu aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle a longtemps refusé d'apprendre l'anglais. Non, moi je suis française, je parle pas l'anglais. Mais vous voyez, mais aujourd'hui, ils sont ensemble et c'est un magnifique couple. Mais en fait, lui, il l'a choisi parce que vous imaginez son enfance, tout ce qu'il a dû comprimer, cette part de joie qu'il a dû comprimer, cette part de bohème qu'il a dû comprimer. Eh ben, c'est sa femme qui continue aujourd'hui à l'autoriser un peu plus à être cet homme-là. Et c'est très, très beau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute, hein. Nous, en effet, on a de nombreux outils, que ce soit pour les personnes célibataires ou pour les couples. Et le dialogue imago, c'est l'idée de t'accueillir dans ce qui t'agace tellement chez moi. Et pendant 20 minutes, 30 minutes, je vais tout entendre. Tu vas me dire ce que tu détestes chez moi, ce qui t'énerve chez moi, ce qui t'agace chez moi. Et moi, je vais répéter chaque phrase. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'entend, hein. C'est comme ça qu'on le met en place, on l'a un peu dérivé. Et donc, tu vas commencer avec un ballon plein de critiques, mais tu vas le dire posément, hein, parce que la coach Love Intelligence, elle est là pour guider aussi. Et donc, les amorces de phrases, ça va être « je voudrais te dire que je ressens ci quand tu fais cela, que j'ai été peinée, et que je n'en peux plus de… » Voilà. Et à chaque fin de phrase, l'autre va dire « je t'entends me dire que quand je fais ci, quand je fais cela, tatati tatata », et à la fin, elle dit « est-ce bien cela ? Y a-t-il autre chose ?» Et on continue. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien. C'est dur, hein. C'est très, très, très dur. Mais c'est très, très puissant. Et la coach, une fois que tout est dit, en général, il y a des larmes. C'est dur pour celui qui doit pas convaincre que non, c'est pas ta vision, c'est ma vision des choses, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il ne doit faire que répéter. Mais il y en a un qui tout d'un coup se sent entendu. Il a dégonflé son ballon, l'autre il a été obligé d'écouter puisqu'il doit répéter. Et souvent ce qui se passe en couple, c'est qu'on se sent pas entendu. Et ensuite, le coach, la Love Intelligence, tel qu'on le pratique nous, il va faire le lien avec l'enfance. Qu'est-ce que ça vous rappelle de votre enfance ? Et là, si je prends le cas de mon double M, il va être énervé par sa Sophie qui est beaucoup trop bohème et il va faire le lien avec tout ce qui a été comprimé en lui. Et il va comprendre en fait qu'à chaque fois qu'il s'énerve, c'est comme si c'était finalement une invitation pour lui à être un peu plus relax. Et que sa manière d'éduquer les enfants, il faut la respecter parce qu'il n'a pas choisi une nana qui avait fait Polytechnique. Il a choisi une nana qui a sa vision bien ancrée de sa manière de faire et d'élever les enfants. Et l'enfant, voilà, il va en faire son lit et ça va être très bien pour lui. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait un des deux qui s'adapte. Mais voilà, donc le dialogue imago, c'est ça. Et c'est très puissant parce que, on se sent entendu, 2, qu'on fait le lien à l'enfance. Et donc c'est là, nous, ensuite, où on travaille énormément sur la mission du couple. En fait, le couple, il comprend sa mission, pourquoi ils sont ensemble, pourquoi ils se disputent. Et alors après, on met en place comment mieux se disputer ou comment moins se disputer. Chaque couple a une mission différente. Moi, parfois, je reçois des couples juste 1 heure. Je leur dis, vous n'avez plus besoin de venir me voir. Ils ont compris leur mission. La mission est différente pour tout le monde. La mission est de réparer quelque chose qu'on a congelé dans son enfance. Et précisément, c'est pour ça que je t'ai choisi. Mais si je divorce de toi et que j'en choisis un autre ou une autre, le couple aura une autre mission, possiblement. Mais souvent, on va choisir quelqu'un en miroir. C'est-à-dire qu'on va choisir quelqu'un. Là, par exemple, j'accompagne un couple qui ont un peu la même histoire d'enfance, mais en ont apporté une réponse très différente.
Donc, ils ont souffert par un abandon dans l'enfance. Et il y en a un qui a répondu, dans la vie, faut y aller, faut avancer, hein, parce que sinon, si on s'arrête, c'est trop triste. Et il y en a une qui, au contraire, a répondu par un métier dans l'émotionnel, euh, que le sensible, la connaissance de soi, l'introspection, les rapports vrais. Ils se sont choisis. Vous voyez? Donc il y en a un qui bourrine, qui avance, qui est dans le faire, qui est dans la performance et qui a aimé cette femme pour elle, justement, son autorisation. Mais elle, ça l'envahit parfois. C'est pesant, cette exigence à être toujours dans le profond. Et bizarrement, elle a choisi quelqu'un qui a donné une autre réponse. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la mission du couple. Et quand ils ont cette vision-là, alors, ils peuvent mieux composer ensemble. Il y en a, ça va être sur la jalousie. J'ai reçu une femme jalouse, extrêmement jalouse. Elle aimait les femmes. Elle avait été avec une femme pendant 3 ans, elle aimait les femmes, elle aimait les hommes. Et là, elle vient me voir, elle est avec un homme et elle dit, voilà, moi je pense qu'on est au bord de la rupture. C'est dommage parce que à un moment donné, on avait prévu de faire un enfant ensemble. Et je pensais que c'était l'homme de ma vie. Et lui, il me tient le même discours. Et elle est extrêmement jalouse. Elle me dit, donc je pense, Florence, qu'en fait, il faut que je retourne avec les femmes, parce que quand je suis avec une femme, je suis moins jalouse. Et en fait, elle, le jour où elle a pris conscience que quand elle a précisément choisi un type qui n'est pas infidèle, hein, parce qu'il l'aime profondément et qu'ils ont un cadre de couple où la fidélité est tout simple, mais elle a choisi un type qui est hyper séducteur, qui a eu plein de nains avant elle, qui en plus est restée copine avec toutes ses ex. Et donc, elle l'a amené à se réduire à une petite serpillière de rien du tout, à plus pouvoir sortir, voir ses copines, à plus pouvoir aller dans les mariages parce qu'il y a une ex qui traîne. Et quand elle a compris qu'elle était en train de s'empêcher de rester amoureuse de son chéri, parce que lui, pour bien faire, pour être sympa, pour pas créer d'accès de jalousie, il était en train de se réduire à une petite portion congrue, elle s'est dit, mais en fait, je me déteste, parce que précisément, je l'ai choisi pour ça. Et donc, elle s'est dit, ok, en fait, je l'ai choisi pour me réparer. Et donc, on va travailler autrement, de concert cette jalousie, pour que déjà je comprenne que notre mission de couple, elle est belle. Et lui, qui était un petit peu séducteur quand même, il n'a pas choisi cette jeune femme par hasard non plus. Hein. Il a choisi cette jeune femme parce qu'il a bien senti qu'avec elle, il pouvait répondre à son objectif de vie qui était de créer une famille et qu'il fallait une femme aussi qui peut-être le rassure en mettant un tel point d'honneur à la fidélité. Ah, vous voyez, c'est joli. Est-ce que l'infidélité est inévitable? Mais l'infidélité est évitable. Vous savez, tout le monde ne se trompe pas. C'est quoi la tromperie? C'est une issue de secours en général. Si on prend la tromperie dans un couple où a priori le cadre est plutôt la fidélité. Donc c'est une issue de secours, il y en a plein d'issues de secours. Donc le couple, là, je me sens pas... Il y a quelque chose qui va pas très bien. Donc soit je vais faire du sport, soit je me mets sur les écrans, soit je suis infidèle, soit je parle plus. Voilà, chacun choisit sa stratégie de secours. Donc ça, c'est une des raisons de l'infidélité. Mais parfois, l'infidélité, ça n'a rien à voir avec ça. Parfois, l'infidélité, c'est juste une histoire de moi envers moi. C'est-à-dire que je vais, dans un contexte bien particulier, avoir un émoi, avoir un élan, avoir quelque chose qui fond en moi, parce que cette nouvelle personne que je rencontre, quand bien même je suis en couple, que j'aime mon conjoint, réveille une personnalité en moi que je ne soupçonnais pas. Et c'est trop fort. Je veux aller voir et je trompe. Et là, finalement, le conjoint, il est presque pas concerné. Donc, c'est qu'est-ce que je fais de cette infidélité? Est-ce qu'à un moment donné, je la laisse comme une empreinte et je me dis, ok, j'ai vu, je ferme, je retourne dans mon couple, ça m'alerte quand même sur le fait de renourrir ma connexion émotionnelle, ma connexion sexuelle. L'amitié homme-femme possible? Bah oui, bien sûr.
Mais sinon, vous imaginez, ça serait tellement triste, quoi. Oh, je suis obligée de me couper de la moitié du genre humain en termes d'amitié, tout ça, parce qu'on peut avoir une attirance sexuelle, on n'est pas des bêtes, hein. On peut s'empêcher de se sauter dessus. Je peux trouver un de mes copains attirant, mais voilà, dans la vie, j'ai une direction. Je trouve plein de gens attirants, moi. Plein. Mais bon, j'ai fait un choix à un moment donné, vous voyez? Si j'ai une attirance pour quelqu'un, le soir, peut-être que je vais sauter sur mon mari. Mais vous voyez, non, bien sûr que l'amitié homme-femme, elle est possible. À partir du moment où on a mis la liberté au centre, vous voyez, la liberté au centre, c'est de notre couple et tu peux être ami, voilà, et il y a cette notion de confiance qui fait on connaît ses limites. Peut-être que la femme, elle peut aller loin. Peut-être que la femme, elle peut instaurer plusieurs déjeuners, jouer sur la séduction. C'est sa petite poche à elle de femme sexy, et cetera, parce qu'en ce moment, la vie est pas facile. Et puis bon, au bout de 3-4 déjeuners, elle arrête et peut-être que l'homme, lui, il s'autorise pas ça, parce que l'homme, il sait que sa limite, elle est plus haute et que il va être plus facilement faillible. Et donc lui, ce déjeuner-là, il se l'autorise pas. La frontière où on bascule dans l'infidélité, c'est quand même les corps qui se rapprochent. Le baiser, la main. Ça peut être des paroles énoncées qui viennent te dire que tu m'attires, que j'ai envie que tu passes une nuit avec moi. Voilà. Mais c'est quand même d'abord, il y a un avant-après. On peut dire des paroles parce qu'à un moment donné, on est troublé, mais c'est pas de l'infidélité. Tandis que quand on passe à l'acte, c'est une infidélité. Après, c'est comment on la gère, vous voyez. Et souvent, c'est un rapport de soi à soi. Il faut faire attention. Ça peut casser tellement de choses. Alors que finalement, voilà, on peut se dire je m'en veux parce qu'en fait j'ai envie de faire repartir mon couple, mais j'avais besoin de cette sonnette d'alarme. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, parce que si on peut pas le faire, c'est quand même 1000 fois mieux. Parce que la sexualité à deux, elle peut être géniale au long cours, pendant 20 ans, 30 ans. C'est juste une question de responsabilité et de co-créativité. On a le droit d'avoir des attirances. Vous voyez, c'est une partie de nous qui se réveille. C'est beau l'attirance, c'est un élan de vie en fait. Je vais vous répondre de manière empirique. Le problème, c'est que avouer une infidélité, il faut être un couple super solide, super mature. Et c'est pas forcément le cas de beaucoup de couples. Donc oui, ça peut être un deal breaker. Et donc une infidélité, voilà, je pense, c'est un peu mieux de pas l'avouer si on va le savoir, le gérer soi-même. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai une attirance pour quelqu'un d'autre. J'ai besoin de te le dire pour que tu m'aides. Ça, c'est top. Ça, c'est super. Et alors là, ça va amener des conversations très profondes avec son conjoint légitime. Et on va faire l'amour plus souvent et on va se reconnecter parce que possiblement, il est déjà amoureux, hein, le partenaire ou la partenaire. Mais voilà, il y a d'autres enjeux. L'être humain, il est complexe, hein, il a ses mystères, il est faillible, il a ses maladresses, il a ses coups de poignard à ses contrats internes. Donc, il peut aussi être un peu amène avec lui-même, un peu compatissant avec lui-même. Et donc, c'est à lui de gérer ça, plutôt que d'aller balancer ça à l'autre. Qu'est-ce qu'il va en faire, l'autre? Ça va être compliqué. Il y a des couples qui peuvent bien gérer ça, mais ils sont pas nombreux. Parce qu'il faut une maturité émotionnelle, affective, qui est très solide. Ah mais non, mais on se connaît jamais dans le couple, hein. Je veux dire, si moi je crois que je connais mon mari, c'est la cata, hein. Je veux dire, à ce moment-là, je préfère aller en voir un autre. Non, non, vous voyez, lui, cette semaine, il traverse des enjeux professionnels, un enjeu avec cet ado compliqué, un enjeu avec cet enfant aîné qui est parti de la maison, avec son cousin qui a déconné, et donc forcément il se transforme, il se questionne et il y a plein de choses qui se passent cette semaine-là. Si je crois le connaître, je ne le questionne plus. Et puis moi-même, peut-être que je peux déposer des choses qui me traversent et puis je vais voir que sa réponse, elle m'étonne. Ou alors justement, elle ne m'étonne pas et là je vais lui dire « Mais non, aide-moi plus, comprends-moi mieux. Attends, vas-y, c'est important pour moi là.
Viens, on va se promener en forêt 20 minutes. On se connaît pas. Pourquoi? Parce que l'être, c'est un être mouvant tout le temps. Je veux dire, c'est nos expériences qui fait que moi-même, honnêtement, je me connais pas. C'est vrai. Je me connais pas bien. Parfois, je me surprends dans des liens. Je me dis, waouh, je suis celle-là, moi. Et puis parfois, je me déçois dans d'autres liens. Et c'est ça aussi la beauté des amitiés, la beauté des expériences. Je suis pas figée. C'est pour ça que je déteste là tout ce qui est tous les travaux qui vous amènent à être figé dans des cases. Je vais pas les citer tous ces tests-là, mais je trouve qu'ils apportent pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est grave si autour du dîner au restaurant, on sait pas quoi se dire? Non, c'est pas grave, c'est une alerte. Vous voyez, c'est une alerte. Ça donne pas envie, hein, le couple qui le couple qui se parle pas. Sauf que parfois, je suis revenue sur ma position, vous voyez, là-dessus. Parfois, il y a des couples, ils ont presque pas besoin de se parler et ils passent un bon moment. Ça peut arriver, ça aussi, hein. Mais bon, c'est pas chez les quadrans, ni chez les trentenaires. Mais parfois, des couples qui ont 25, 30 ans ou plus, peut-être, ils sont bien et il y a des regards qui en disent long et puis ils sont dans leur monde et ils vont partager après, peut-être pendant la balade sur la plage et c'est pas si grave. Mais de manière générale, si on se parle pas, oui, ça va pas du tout. Il faut se dire alors, allez, je fais un petit effort parce que vous voyez, c'est dur. On doit laisser tout le travail, tous les soucis pro, éducatifs, familiaux et tout ça. Et il faut se connecter. Alors, je sais pas, il faut boire un bon verre de vin ou mettre une musique qu'on aime ou une bougie qui nous fait plaisir ou prendre une crème et lui masser les épaules ou lui faire un massage et à un moment donné se reconnecter et lui demander quelle est la question que tu aimerais que je te pose pour apprendre à mieux te connaître, par exemple. Ou qu'est-ce qui t'a vraiment touché là avec notre fille Manuela qui nous fait la tête depuis 3 jours, ça ébranle quoi chez toi? Parce que moi, je trouve ça dur. Faire la tête, c'est pas du tout dans les valeurs de ma famille. Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, il va parler des valeurs de la famille sur la bouderie. Il va lui dire, ah non, moi je suis très tranquille. Et voilà, on ouvre un nouveau sujet. Bon, et l'expérience d'Arthur Aron, c'est donc un grand psy américain de l'université de Stony Brook à New York, qui est très âgé maintenant, et qui a mis en place une expérience d'une dizaine d'hommes et de femmes du même âge, en petite table de 2. Et ils avaient 90 minutes, qui se connaissent pas, qui sont tous célibataires. Et ils avaient 90 minutes pour échanger sur des choses profondes, comme s'ils avaient leur grand-mère qui allait mourir dans 1 heure. Ils devaient s'interrompre 2 fois. Une fois pour se dire ce qu'ils aimaient bien chez l'autre, et une autre fois pour être en silence et à se regarder dans les yeux pendant 1 minute ou 2. Cette expérience, elle voulait démontrer ce pourquoi j'ai créé Love Intelligence en 2007. C'est que l'amour, c'est se laisser surprendre. Dès lors qu'on a créé un espace extrêmement pur et sensible, où on peut se connecter à une part de l'autre, parfois que lui-même ne connaît pas. Et en l'occurrence, les résultats de cette étude, 75% des couples formés pendant 90 minutes ont énoncé avoir ressenti l'état amoureux. Et 2 couples se sont formés et se sont mariés à la suite. Donc, ça montre que cette connexion émotionnelle à établir, c'est celle-là la clé, c'est celle-là qui est fondamentale.